Le théâtre classique nous avait habitués à des répliques ciselées, des arguments déjà longuement mûris, une pensée qui se conçoit bien et s'énonce clairement, des alexandrins équilibrés. Et voilà qu'on découvre chez Jean-Luc Lagarce des vers libres très longs ou très courts, des personnages qui hésitent, qui se reprennent et se corrigent sans cesse. Je suis fasciné par la manière dont, dans la vie, les conversations, les gens et moi en particulier, essayent de préciser leurs pensées à travers 1000 tâtonnements, au-delà du raisonnable. Ce tâtonnement, c'est la fameuse figure de l'épanorthose, reformulée pour mieux dire. Mais Lagarce précise bien au-delà du raisonnable, comme s'il ne s'agissait pas tant de mieux dire que d'insister sur une parole insuffisante, des doutes, des silences qui dépassent la parole elle-même, pour révéler des crises. Dans quelle mesure la parole permet-elle d'exprimer les crises qui hantent cette pièce de Jean-Luc Lagarce? Pour vous aider à suivre le raisonnement étape par étape, je vais annoncer mes grandes parties au fur et à mesure. Et pour retrouver toutes mes vidéos et documents sur cette œuvre, rendez-vous sur mon site www.mediaclasse.fr. D'abord, les crises passent à travers des mots précis, choisis avec soin. On recherche celui qui sera le mieux adapté à la situation. Quand Antoine reproche à sa femme d'ennuyer son frère en parlant de ses enfants, Louis répond « C'est méchant. Non, pas méchant. C'est déplaisant. » Et en effet, Antoine doit sans cesse se débattre avec les étiquettes et notamment les adjectifs qualificatifs qui lui collent à la peau. Déplaisant, brutal, désagréable. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Non, je ne suis pas brutal. Vous êtes terribles tous avec moi. Mais une étiquette encore plus fatale que l'adjectif qualificatif, c'est le nom propre. Comme l'explique Catherine, Louis, c'est avant tout le prénom de votre père. D'une manière implicite, comme dans une dynastie, les responsabilités du père sont transmises au fils aîné. Le nom propre porte la fatalité du drame familial. Une autre chose qui donne du poids aux paroles, la confidence, quand le mot est adressé en privé, quand il n'est pas laissé, comme le dit Suzanne, à tous les regards. Il prend naturellement plus d'importance. Chaque membre de la famille aura quelque chose à dire à Louis, seul à seul. Nous éprouvons les uns et les autres ici, tu le sais, une certaine forme d'admiration. C'est le terme exact. Une certaine forme d'admiration pour toi. Que cache ce mot admiration? Est-ce que c'est vraiment le terme exact? Est-ce que derrière il n'y a pas le désir de faire la même chose, mais sans oser le faire? Une certaine jalousie, une certaine amertume, et donc une manifestation de la crise familiale. Les mots de la mère jouent un rôle important dans la crise familiale. D'abord, ce sont les mots du passé. Le dimanche, on allait se promener, qui ne sont en fait que des reproches. Ils ne voulurent plus venir avec nous, ils allaient chacun de leur côté faire de la bicyclette, chacun pour soi, et nous seulement avec Suzanne. Cela ne valait plus la peine. C'est notre faute. Ou la mienne. Mais plus souvent encore, les mots de la mère sont associés au futur, un futur prophétique, qui prépare les crises, qui les rend pratiquement inévitables. Ils veulent te parler, tout ça. Ils voudront t'expliquer, mais ils t'expliqueront mal. Ils seront brutaux. Exactement comme la pitié antique qui utilise des mots, mais sans réellement se rendre compte de leur réelle portée, au point que la prophétie amène sa propre réalisation. Et enfin, même lorsque les personnages gardent le silence, c'est pour souligner le poids des mots. Antoine se tait pour donner l'exemple. Suzanne se dit proportionnellement silencieuse, comme pour conjurer le danger des mots. Les mots ont leur importance, mais on le voit déjà, ils ne sont jamais suffisants tout seuls. Nom propre, étiquette définitoire, confidence, prophétie, invitation au silence, ils testent sans cesse les limites du langage. Les paroles cachent souvent une attitude, un geste, plus révélateur que le mot lui-même, comme si Lagarce confiait les didascalies au personnage. Suzanne s'étonne quand Louis serre la main de Catherine, Antoine compare sa sœur à un épagnol, etc. Les gestes semblent même jouer un rôle clé dans le destin fatal des personnages. Par exemple, au moment du départ de Louis, la mère lui caresse la joue, comme pour confirmer la réalisation de ses prophéties. Elle me caresse une seule fois la joue, doucement, comme pour m'expliquer qu'elle me pardonne je ne sais quel crime, et ces crimes que je ne me connais pas, je les regrette. Quoi qu'il arrive, la mère pardonne d'avance son fils, avec cette expression « il a toujours fait ce qu'il avait à faire ».
étrange tournure où le pronom relatif, ce que, renvoie automatiquement en dehors de la chaîne parlée à n'importe quelle action, logique tautologique qui se prouve elle-même, où les actes définissent les devoirs à l'avance. D'une façon plus subtile, le ton de la voix est plus évocateur que les mots eux-mêmes. Par exemple, pendant l'intermède, la dispute entre les deux frères a remis en cause tous les équilibres, pas besoin de savoir exactement son contenu. Vous vous disputiez, on entendait Antoine s'énerver et c'est maintenant comme si tout le monde était parti et que nous soyons perdus. Parfois même, il suffit de répéter des mots vides de sens en changeant légèrement le ton pour exprimer un désaccord, pour déclencher une crise. Suzanne! Oui, je veux bien. Un peu de café, je veux bien. Oui, je veux bien. Un peu de café, je veux bien. Antoine! Quoi? C'est même le chant qui permet à Louis de s'avouer une chose grave, sa crainte excessive des liens affectifs. Plutôt je me le chantonne pour entendre juste le son de ma voix. La pire des choses serait que je sois amoureux. La pire des choses. Souvent même, pas besoin de mots, il suffit d'entrer dans un rôle. Louis est tour à tour messager, voyageur, héros tragique. Dès que possible, il se donne le beau rôle. Lorsqu'on était plus jeune, on se battait toujours et celui-là se laissait battre, perdait en faisant exprès, et se donnait le beau rôle. Louis le dit lui-même, c'est en réalité une manière d'accuser son frère sans avoir besoin d'utiliser la parole. Il semble vouloir me faire déguerpir. C'est l'image qu'il donne, c'est l'idée que j'emporte. Il ne me retient pas, et sans le lui dire, j'ose l'en accuser. Ce que fait Louis, c'est qu'il utilise une expression toute faite, qui vient justement jouer sur les limites du mot agréable. Et Antoine tombe dans le piège. Bah oui Suzanne, ça joint l'utile à l'agréable. Voilà, qu'on dit d'une pierre deux coups. Est-ce que tu peux être désagréable? Je comprends pas ça, t'es désagréable, tu vois. Les paroles renvoient à des expressions toutes faites ou à d'autres textes qui déteignent sur les mots eux-mêmes. Louis ne peut pas se dire étranger sans faire surgir en nous le héros tragique de Camus, Meursault, qui est condamné à mort pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Je pense du mal. Je n'aime personne, je ne vous ai jamais aimé, c'était des mensonges. Je décide de tout. La mort aussi, elle est ma décision. Je suis un étranger. Je me protège. Ces références à la littérature de l'absurde, de Camus, de Beckett, mais aussi à la Bible, à Caïn et Abel, au Fils prodigue, tout cet intertexte laisse planer les menaces d'un Dieu invisible, silencieux, ou sur le point de mourir. Au-delà des paroles et au-delà des mots eux-mêmes, tous les moyens du théâtre sont mis en œuvre, comme si le théâtre lui-même devenait insuffisant pour dire ses crises, comme s'il était lui-même en crise. D'abord, les mots ne cessent de lutter contre eux-mêmes, de se dénoncer eux-mêmes. C'est le cas par exemple dans la prétérition, dire une chose en affirmant qu'on ne la dit pas. Ce n'est pas un reproche, ça m'ennuierait que vous le preniez ainsi. Si vous le prenez ainsi, ce n'est pas... Avec cette prétérition, Catherine tente de désamorcer d'avance l'interprétation qu'on pourra faire de ses paroles, mais elle fait quand même passer ses reproches. L'épanorthose représente exactement cette crise de la parole qui se combat elle-même, où chaque mot ajouté tente d'effacer les mots déjà prononcés. On le voit par exemple dans le prologue avec la persistance du verbe annoncer. Pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine est irrémédiable. L'annoncer moi-même, en être l'unique messager et paraître. Et si le théâtre était lui-même un personnage en crise, un personnage sur le point de mourir? C'est ce que suggère Lagarce lui-même. Il s'agit de refuser la convention et de fait l'utilisation du théâtre comme simple divertissement. Il s'agit que le théâtre aille à sa perte. C'est là le seul théâtre possible. Alors Louis pourrait représenter symboliquement ce personnage tragique qui nous inspire aujourd'hui un mélange de fascination et de méfiance. C'est la supercherie qu'Antoine tente de démasquer. Tu es prise à ce rôle que tu as toujours eu de tricher, de te protéger et de fuir. C'est ta manière à toi, ton allure, le malheur sur le visage. Et voilà pourquoi Antoine et Suzanne se méfient des histoires, de ceux qui énoncent bien. Le personnage de théâtre, par son pouvoir de séduction, par ce jeu qui dépasse les paroles, est un personnage dangereux. Je te vois assez bien, tu vas me raconter des histoires. Tu sais bien faire.
c'est une méthode, c'est juste une technique pour noyer et tuer les animaux. Et d'une certaine manière, ce sont des avertissements au spectateur lui-même. Ce qui donne du poids aux paroles, au-delà des mots employés et des gestes, c'est la double énonciation propre au théâtre. Chaque réplique est aussi indirectement adressée au spectateur. J'ai fini, je ne dirai plus rien. Seuls les imbéciles, ou ceux-là saisis par la peur, auraient pu en rire. Dans cet exemple, Antoine semble presque faire un signe à la salle en même temps qu'il répond à Louis. Ironiquement, il nous fait remarquer que nous sommes saisis de terreur et de pitié. Nous sommes dupes de l'illusion tragique. À d'autres moments, les personnages eux-mêmes renforcent la présence des spectateurs sur scène. Par exemple, dans la scène finale, la mère, Suzanne et Catherine sont présentes mais ne disent rien. Nous ne bougeons presque plus. Nous sommes toutes les trois comme absentes. On les regarde, on se tait. Et la pièce se termine non pas réellement par des paroles, mais par l'évocation d'un cri qui n'a pas été poussé. Ce que je pense, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri, que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois, mais je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Ce cri qui n'a pas été poussé nous laisse penser que les crises n'ont pas été résolues. Louis va mourir avec son cri sur le cœur, et les autres membres de la famille vont certainement vivre avec cette culpabilité de n'avoir pas su l'écouter. Mais ce cri qui n'a pas été poussé a bel et bien été entendu par les spectateurs, ce qui laisse penser que peut-être ces crises, grâce au théâtre, auront peut-être été résolues en dehors du théâtre. Quand ça ? Eh bien, en ce moment même, lorsque nous débattons du sens de cette pièce, lorsque nous prenons conscience des cris que nous avons besoin de pousser, nous aussi, pour surmonter ces crises. Dans Juste la fin du monde, la parole est fondatrice, c'est elle qui provoque les crises. Les mots ont leur poids et sont choisis avec soin. Ils deviennent des étiquettes ou pire encore, des noms propres ou des prophéties. Mais ces mots ont un tel poids aussi parce qu'ils cachent des actes, ils servent d'excuses à des absences, ils sont remplacés par des gestes ou par une simple intonation. Au théâtre, la parole dépend d'un rôle. Et voilà pourquoi ces différentes crises que rencontrent les personnages sont peut-être en définitive une manière d'interroger le théâtre lui-même. Et si l'ancien rôle de la tragédie, qui était de commenter et de juger les affaires de la cité, était utilisé aujourd'hui pour juger le théâtre lui-même, sa capacité à apaiser nos propres crises existentielles, individuelles et collectives. Ce qui me tient à cœur avec mon site, c'est de vous proposer un grand panorama de la littérature en vidéo, pour vous donner toutes les clés de lecture qui rendent ces grands classiques passionnants. Pour découvrir tout mon travail, www.mediaclass.fr.